Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne du 11 septembre. Au sommaire aujourd'hui, au lendemain des séismes qui ont frappé le Maroc, on donne la parole au Centre culturel des musulmans du district de Nyon qui s'organise actuellement pour une récolte de biens de première nécessité. On ira les voir sur place. Ensuite, et toujours au sommaire, le futur projet Le Levant de Boji-Bossé qui est combattu par des référendaires. Le dernier terrain valorisable de la commune pourrait accueillir 25 appartements, une salle polyvalente et un parc. Laurent Thévenard et Nato Ricken, bonjour. Vous êtes les référendaires. Vous allez nous expliquer pourquoi justement vous êtes contre ce projet d'ici quelques instants. Ensuite, on ouvrira une large page consacrée au sport. Tout d'abord, Thierry Horstrasser, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Nyon Rugby Club. On va commenter avec vous les objectifs de cette nouvelle saison. À vos côtés, Odile Rochat, bonjour. Bonjour. Chef du service des sports pour la ville de Nyon qui accueille la 3e et dernière étape du Tour de Romandie féminin qui aura lieu ce dimanche 17 septembre. On en parlera également d'ici quelques instants. Vous avez remarqué, on est tous en bleu. On ne s'est pas passé le mot et pourtant, tous à la même couleur. Alexandre, toi, de ton côté, où est-ce que tu es aujourd'hui ? Salut Andrea, je suis en bleu aussi, regarde, mais au niveau du short. Bon, voilà, il fait beau ici à Saint-Georges. Je suis donc à la ferme de la famille d'agriculteurs Germain, voilà, qui sont ici, connus surtout depuis quelques jours grâce à cette installation de biogaz. Ce sont 4 digesteurs qu'ils ont installés ici. Le but, c'est de recycler du fumier et des déchets en énergie renouvelable. Cette énergie, c'est à la fois du chauffage et de l'électricité qui est fournie aujourd'hui à près de 300 foyers de la région. Alors pourquoi ce projet ? Comment ça marche, cette énergie 100% verte ? Réponse avec les Germains, père et fils, juste après. Merci beaucoup Alexandre, à tout à l'heure. Je vous le disais en introduction, à Gland, le Centre culturel des musulmans du district de Nyon lance un appel aux dons en faveur du Maroc après les séismes qui ont frappé le pays dans la nuit de vendredi à samedi. Une collecte de biens de première nécessité a lieu en ce moment et jusqu'au mardi 12 septembre de 9h à 21h. Un camion est à disposition à la rue de Riancoto 11 à Gland. Vous pouvez notamment amener des vêtements chauds, des tentes, des sacs de couchage ou des kits d'hygiène. Alexandre est allé à leur rencontre en ce début d'après-midi. Je suis ici à Gland avec Houssine et Anouar. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes tous les deux membres du Centre culturel pour les musulmans de la région du district de Nyon. Comment ont réagi les Marocains de la région de Nyon avec le séisme terrible qui s'est produit ce week-end ? Notre réaction a été, bien sûr, on a eu un choc au lendemain de cet accident dramatique. Le Centre culturel des musulmans de la région de Nyon envoie toutes les condoléances déjà aux familles. On a toute une pensée particulière à ces gens-là. Donc moi-même, on a eu la famille à Marrakech. Bien sûr, le choc, elle était terrible. Dieu merci, donc ils ont rien, mais malheureusement, aux alentours, donc c'est une tristesse profonde. Donc la réaction elle a été immédiate, donc il faut voir comment on peut s'organiser, comment on peut aider à notre manière. Donc, alhamdoulilah, on a pu mobiliser donc, une grande partie de la communauté donc, autour de nous, de la région de Gland, Nyon. Quand il arrive un tremblement de terre, voilà, la première des choses, c'est de sauver les personnes et la seconde, c'est de subvenir à leurs besoins au niveau peut-être tente parce qu'il n'y a plus d'habitation, sacs de couchage, nourriture, pansements. On s'est mobilisé face à cette situation et franchement, c'était riche en émotions parce que j'ai rarement vu ça et j'ai ressenti vraiment vraiment mon cœur gonflé parce que vraiment j'ai vu tout le monde se mobiliser. Bonjour madame, vous vous êtes engagée naturellement pour le Maroc ? Oui, tout à fait. Moi, je m'engage pour le Maroc cette fois-ci, oui. On a beaucoup de choses à donner et parce qu'on voit que les gens souffrent, donc on est très touchés. Houssine, du coup, si les gens veulent aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? On privilégie bien sûr la partie financement, donc l'argent, parce que les gens, voilà, avec l'argent, on peut tout acheter sur place. Donc on peut aussi cibler directement les besoins sur place, parce que là, malheureusement, il y aura beaucoup d'orphelins, il y aura beaucoup de gens, ils n'ont pas quoi manger. Donc on peut faire des dons financiers à travers un QR code que vous avez mis en place. Et au niveau du matériel, qu'est-ce que les gens peuvent donner ici à Gland ? Tout ce qui est matériel médical, donc ça veut dire c'est chaises roulantes, c'est béquilles, c'est les couches pour enfants, donc le lait pour les enfants. On évite la nourriture parce que la nourriture, donc on a déjà sur place, qui ne coûte pas cher, donc on a sur place. Tout ce qu'on voit ici va partir dans un camion direction le Maroc. Le premier convoi, quand est-ce qu'il part ? Alors on s'est organisé pour effectuer le premier convoi mercredi matin. C'est pour ça que tous ceux qui ont fait appel à tous vos dons, venez le
jusqu'à mardi soir pour pouvoir récolter le plus possible. Après, on envisagera une salle pour pouvoir déposer les dons supplémentaires pour pouvoir réfléchir à un autre convoi. Mais là, en premier lieu, il y a un convoi mercredi matin et dont ça sera moi-même qui conduirai ce camion pour pouvoir partir directement sur le terrain avec l'aide de monsieur. Eh ben, bravo à tous les deux pour ce que vous organisez, ce que vous faites ici dans notre région pour le Maroc. Et courage bien entendu à vous et à toutes les familles qui nous regardent. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour votre soutien et votre visite. Et on accueille à présent nos premiers invités, Laurent Thévenard, Renato Riccione. Et je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler du futur plan d'affectation, le Levant, qui est combattu par des référendaires. Un groupe de référendaires, justement, s'oppose à la construction d'un projet immobilier de 35 appartements, d'une salle polyvalente et d'un parc public. À noter justement que les référendaires ont jusqu'au 19 septembre pour récolter les 83 signatures nécessaires. Bonjour messieurs, on est ravis de vous avoir. Alors pour le contexte, justement, c'est un projet qui est estimé à 24 millions de francs, présenté il y a plus de 2 ans et validé en juin dernier par le conseil communal par 18 voix pour et 14 contre. Ainsi, selon les plans actuels, la parcelle de 12 000 mètres carrés, un terrain qui appartient à la commune mais loué à un exploitant agricole, actuellement en zone d'utilité publique et verdure, passerait ainsi en zone à bâtir et pourrait accueillir, je le disais, 35 appartements, une crèche ou un commerce, mais aussi une salle polyvalente. Messieurs, déjà, expliquez-nous qui constitue ce comité référendaire. Je crois que vous êtes 5, mais qui le constitue ? Déjà, vous avez moi, Laurent, vous avez Renato, mon camarade du comité, et nous avons encore 3 autres personnes qui font partie également du village et qui se situent aux alentours du terrain qui est concerné. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes des voisins qui craignent d'être dérangés par ce futur projet du Levant ? C'est une excellente question et je pense qu'il ne faut pas voir cette opposition comme étant simplement une opposition de nantis riverains qui verraient leur tranquillité perturbée et qui bêtement s'opposeraient à ça. C'est beaucoup plus profond que ça, puisque c'est un projet qui structurellement déjà pose quand même beaucoup de problèmes, de par son implantation et sa desserte, et puis aussi de par son financement et de la mainmise que pourrait avoir une fondation privée regroupant des fonds de pension et qui aliénerait la propriété de ce terrain dont vous avez dit effectivement qu'il était d'utilité publique pour environ 3/4 de siècle. Oui, alors c'est vrai que c'est un projet qui a été présenté il y a plus de 2 ans. Laurent Thévenard, vous êtes vous-même conseiller communal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dérange dans ce projet ? Simplement que structurellement, au niveau des routes, au niveau des infrastructures de la commune ou même de la région, c'est pas du tout adapté. Vous avez le projet qui va se situer dans un cul-de-sac, avec 3 chemins qui amènent à ce cul-de-sac, qui ne sont pas du tout adaptés pour la quantité de voitures supplémentaires qu'il va avoir, ou en quantité en tout cas de personnes qu'il va avoir, parce que je vous rappelle, c'est jusqu'à 94 places de parking supplémentaires, 35 appartements, donc c'est en gros une centaine de personnes, si on compte 2 adultes, un enfant. Donc structurellement, c'est absolument pas adapté, ça va générer du bruit supplémentaire, ça va générer de la circulation, donc insécurité routière. Quand on voit qu'aujourd'hui, c'est le poumon du village, ce terrain où les enfants jouent dans la rue, dans les petits chemins, etc., ça ne pose aucun problème. Il y a de fortes chances que ce sera terminé le jour où ce sera construit. Mais est-ce que ce n'est pas justement l'occasion aujourd'hui d'amener de la vie et de la qualité de vie dans ce village ? La qualité de vie, on l'a déjà. Je veux dire, les gens, s'ils sont venus habiter à Bojibosset, c'est que justement ce terrain, c'est le poumon du village. C'est l'un des dernières parcelles, on va dire, agricoles qui permet de créer de l'agriculture. Et les gens se sentent bien. Et c'est pour ça qu'ils sont venus habiter à Bojibosset. C'est pas pour avoir une construction de béton sur du terrain qui va faire que la qualité est là. On a déjà un parc, et on voit, les enfants s'amusent. Et j'ai pas l'impression que ça va être le cas quand il y aura ce bâtiment, parce que justement, ça va générer beaucoup trop de bruit et surtout de circulation. Ça va être un gros problème, parce que ces chemins ne sont absolument pas adaptés pour ça. On le voit déjà maintenant, quand un tracteur y passe, on ne met même pas une main ou un piéton à côté, parce qu'il prend juste le chemin. Donc imaginez 100 voitures... 94 voitures supplémentaires. Alors c'est un projet qui est selon la municipalité défini comme un projet équilibré, écologique et social. J'imagine quand même que vous êtes d'accord avec moi. Votre village aujourd'hui, il faut le développer. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ce terrain ? Est-ce qu'on le laisse tel quel ou est-ce qu'on pourrait imaginer un autre projet sur ce terrain-là ? Le problème, c'est qu'actuellement, Bojibosset, c'est un village dortoir. Et là, avec ce projet de construction, vous concentreriez à un endroit
10% et plus de la population actuelle du village, qui aurait un impact en plus négatif sur 20% environ de la population, puisque cette zone regroupe environ 20% de la totalité du village. C'est comme si vous ajoutiez à Nyon près de 2500 habitants supplémentaires. Oui, une salle polyvalente, justement, ça peut amener de la vie dans ce quartier. On sortirait justement de cette notion de zone dortoir. Oui, mais ça peut amener de la vie et surtout beaucoup de nuisances, parce que Laurent l'a rappelé, 94 places de parc. Quand vous avez une salle polyvalente qui peut accueillir 150 personnes dans l'interne et puis autant en partie extérieure, vous imaginez la quantité de bruit, de circulation et de nuisance que ça peut générer. Ça sera à charge de la commune. Ça veut dire que ça sera à charge de l'entier des citoyens, y compris de ceux qui n'habitent pas la zone. Moi, je tiens à relever quand même que la quasi-totalité des gens du conseil communal qui ont voté pour ce projet n'habitent pas la zone incriminée. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, zone incriminée, vous y allez fort. Hein, j'y vais très fort. Mais justement, pour revenir à ma question, je le disais par rapport à ce terrain, est-ce qu'on le laisse en tant que zone agricole ou est-ce qu'on pourrait quand même prévoir un projet qui soit autre, peut-être de plus petite taille ou avec d'autres idées ? Un peu comme j'ai déjà eu l'occasion d'y réfléchir, si on parlait de 4 ou 5 villas, on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui, parce qu'encore une fois, d'un point de vue desserte, d'un point de vue aménagement, ça poserait aucun problème. Là, on parle de 35 jusqu'à 35 appartements, d'une salle polyvalente. Vous avez parlé de commerce et de crèche, ça c'est un vœu pieux, parce que ça fait partie aussi des choses que l'UAPJ aimerait développer, mais pour l'instant, il n'y a pas de contact qui a été pris avec eux. Donc, tout ça, ça fait partie des vœux pieux, et ces vœux pieux restent dans le flou. Et c'est ce qui a motivé d'ailleurs différentes communes du canton de finalement ne pas aller au bout. Donc je reviens sur ce que vous vouliez savoir, qu'est-ce qu'on fait de ce terrain ? On peut le laisser tout à fait comme ça, parce que c'est le dernier terrain agricole. J'ai eu l'occasion de discuter avec le précédent exploitant agricole qui disait « c'est la meilleure terre que j'ai jamais exploitée ». Donc on le laisse tel quel. C'est surprenant d'aujourd'hui vous entendre dire qu'il y a beaucoup de flou autour de ce projet, parce que lorsqu'on a préparé cette interview, vous me disiez le projet avait déjà l'air bien ficelé il y a 2 ans quand il nous a été présenté. Donc en final, est-ce que ce projet était trop ficelé ? Est-ce qu'il n'a pas pris en compte assez l'avis de ses citoyens ? Ou est-ce que justement il y a des zones d'ombre qui vous dérangent aujourd'hui ? En 2021, il y a eu une séance publique qui a été faite donc, pour tous les villageois, pour discuter de qu'est-ce qu'on voulait faire de ce terrain. Et lorsqu'on est arrivé à cette séance, on nous a présenté quasi le projet ficelé. Donc en fait, on n'est pas discuté pour savoir ce qu'on voulait faire de ce terrain, on est discuté pour voir qu'est-ce que la commune avait prévu de faire dessus. Alors certes, il y a peut-être eu des changements par rapport à 2021, mais le fond reste le même. On va construire, on va bétonner un terrain agricole. La commune ne va absolument rien en retirer parce que ce n'est pas elle qui va construire. Donc l'argent ne va pas rentrer dans les caisses de la commune, mais rentrer dans la société qui va être propriétaire des bâtiments. Donc quand on parle de valorisation, pour moi, ce n'est pas de la valorisation. La valorisation pour la commune, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui rentre, ou en tout cas, on va pouvoir gagner de l'argent le jour où on revend. En l'occurrence, là, les bâtiments n'appartiennent absolument pas du tout à la commune. Elle va louer le terrain, donc où est la plus-value ? Il n'y a aucune plus-value par rapport à ça. Alors actuellement, vous récoltez ces signatures. Je le disais, vous avez jusqu'au 19 septembre pour récolter les 83 signatures nécessaires. Vous en êtes où ? Je ne vais pas lancer dans les chiffres actuellement, parce que, comme vous l'avez dit, c'est jusqu'au 19 qu'on doit ramener toutes ces signatures. C'est en bonne voie. On est en train de faire le dernier comptage. C'est la dernière semaine, on va dire, pour la récolte de signatures. Donc, pour l'instant, c'est en bonne voie, mais je ne communiquerai pas de chiffres pour l'instant. Renato Ricken, vous êtes prêt à aller jusqu'où, personnellement ? Et ce sera ma dernière question. Jusqu'au bout et faire en sorte que ce projet, qui est inadapté, qui est mal ficelé quelque part, soit refusé par la population. Donc jusqu'au référendum. Puis voilà. Renato Ricken, Laurent Thévenin, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous deux. Merci de nous avoir accueillis. À noter qu'on recevra prochainement la municipalité de Baugy-Bosset sur ce plateau. On passe à la suite. Alexandre, toujours sur place. Alors montre-nous justement, toi, où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu fais exactement ? Eh bien oui, je suis avec Philippe et Cédric Germain, père et fils, donc famille d'agriculteurs ici à Saint-Georges. Bonjour à tous les deux, messieurs. Bonjour. Alors, on se trouve ici devant, alors il y a votre ferme qu'on a vu tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est cette installation-là d'installation de biogaz avec 4 digesteurs, eh bien en fait, qui recyclent le fumier et les déchets et qui permettent d'en faire de l'énergie renouvelable, du chauffage et de l'électricité. Déjà, alors je sais que ce week-end, vous avez fait des portes ouvertes, il y avait du monde, ça s'est bien passé ?
Oui, c'est super bien passé. On a eu beaucoup de visites, beaucoup de monde très intéressé et tout du monde curieux, quoi. C'était vraiment chouette. Il y a eu combien de personnes à peu près? À peu près 1000 personnes. Ah oui, quand même. Philippe Germain, ça montre qu'il y a un intérêt en fait pour ce biogaz. Vous êtes un peu comment dire, un pionnier. Vous faites partie de ces agriculteurs d'avant-garde qui investissent dans les énergies renouvelables. C'est comme ça que vous vous voyez? Oui, on peut le prendre comme ça, mais en Suisse, il y avait déjà quelques biogaz. Alors, comme le nôtre ici en bois sèche, il y en a très, très, très peu. Ouais. Mais voilà, il y a longtemps que j'y pensais, j'ai mis. Ça fait plus de 10 ans. Hein, ça fait 12 ans. Le projet, ça fait 12 ans que je l'ai mis, où ça commence à germer. Ouais. Et à présent, voilà, hier, c'était 2 belles journées, quoi. Ouais. Ça fait quoi justement d'arriver au bout de ce projet qui a été long, parce que quand on parle de ce côté pionnier avant-gardiste, forcément c'est difficile de trouver des investissements. Alors vous en avez trouvé du côté notamment du canton, de la Confédération, pour sponsoriser ça de manière écologique. Et puis les autres, la CEFA notamment à Aubonne, les services industriels. Mais qu'est-ce que ça fait d'enfin concrétiser ça et de se dire ça y est, ça marche, et surtout c'est possible en fait, on peut faire de l'énergie avec du fumier. Exactement. Alors mon calvaire, c'était presque un calvaire pendant quelques années. Ouais. Alors je dirais que j'ai été aidé pour la mise à l'enquête, des choses comme ça. Ça a bien été. J'ai pas été perturbé ni par des oppositions au projet, rien du tout. Le plus gros stage que j'ai eu et qui m'a des fois fait baisser les bras, c'est de trouver de l'argent. C'est vrai que tu arrives avec un projet qui est innovateur et puis qui est nouveau, que les gens ne connaissent pas. Les investisseurs, ils étaient frileux, ils voulaient pas. Puis c'est près de 5 millions de francs d'investissement pour construire cette structure. Voilà, exactement. Donc après, à force, à un moment donné, j'avais les bras en bas. Je voulais tout de suite, je voulais presque tout arrêter. Et puis, il est arrivé la Caisse d'épargne d'Aubonne et puis la CFA qui m'ont dit oui, on va te suivre. Ouais. Ça a pris du temps, mais ils m'ont suivi. Puis aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, l'installation, elle tourne vraiment très, très bien. Ça fait après une année à peu près qu'elle tourne. Donc, il y a tous les petits réglages et autres. Mais ça tourne vraiment, ça tourne mieux que prévu. Bah oui, parce qu'on parle quand même de près de 10 000 tonnes par an de fumier qui est ici compressé, recyclé. Et puis surtout près de 300 ménages dans la région qui font appel justement à l'électricité et au chauffage que vous produisez. Cédric, vous me montrez un petit peu comment ça fonctionne? Oui. Bon, alors, on va aller voir ça, c'est parti. Venez avec moi. Alors, déjà, moi, j'aimerais savoir, au tout début de la chaîne, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est les agriculteurs de la région qui arrivent avec leur fumier. Les agriculteurs viennent ici déposer leur fumier. Ouais. Vous pouvez rapprocher un peu de votre bouche, voilà. Qui déposent sur la place devant les digesteurs. Et en fait, tous les 10 jours, j'ouvre un digesteur pour renouveler la matière. En fait, on vide ce qui a été digéré et on remet la matière fraîche dans un digesteur. Et comment c'est possible que du fumier produise de l'énergie? En fait, on produit de l'énergie parce qu'il se dégrade. Donc, en fait, c'est de l'énergie qui produirait même à l'extérieur. Mais là, en fait, vu qu'on le met dans un endroit anaérobie, donc sans oxygène, on lui crée un environnement optimum pour se faire détruire par les bactéries. En fait. Oui. Et là, en fait, on le détruit en chauffant dans et en arrosant avec un lisier chaud pendant ces 40 jours. Et puis, c'est ça qui emmène les bactéries dans la matière, qui détruit la matière et qui produit le gaz. D'accord. Et nous, on capte le gaz de ces 4 garages pour faire tourner le moteur couplage chaleur-force. Alors, ça rentre où, ça sort où? On va se rapprocher justement un petit peu du côté technique, parce que qui dit alors, projet novateur, on a cet intérêt-là. On a nos digesteurs qui sont à l'avant, qu'on remplit avec notre Trax tous les 10 jours. Hein. C'est 350 tonnes par garage de fumier. Et une fois que c'est entreposé dedans, on ferme la porte. Et puis après, c'est ici que ça se passe. C'est l'ordinateur qui gère tout le système avec la pompe, qui va arroser toutes les heures un garage, reprendre les jus qui sont écoulés, les remettre dans la cuve, et puis contrôler et faire le chauffage dans l'installation. Et après, en fait, on collecte tout ce gaz qui vient se mélanger dans ce conteneur. Qui est juste ici derrière moi. D'accord.
où là, on mélange le gaz des 4 garages pour avoir un gaz homogène et de bonne qualité pour le faire brûler au moteur. D'accord. Philippe Germain, alors, ce que vous avez à y gagner, on peut comprendre parce que cette énergie, vous la revendez, je crois, à Romand d'énergie qui, justement, ensuite, va le distribuer aux habitants de la région. Mais alors, les agriculteurs qui amènent leur fumier, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, eux? Alors, bon, ce qu'ils ont à gagner, c'est que déjà, avec la nouvelle politique de l'environnement, on peut plus laisser les tas de fumier en bord de champ. Donc, beaucoup d'agriculteurs de la région, on ne sait plus où mettre le fumier. On n'a plus le droit de le mettre dehors ou bien, voilà. Donc, nous, on construit des places à fumier, voilà. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Alors, voilà. Donc, ils amènent ici et puis, ils prennent tonne pour tonne. Tout ce qui arrive est pesé, tout ce qui ressort est pesé. D'accord. Et il y a encore un deuxième élément qui est aussi bien pour eux, c'est qu'en ayant passé dans les digesteurs, il n'y a plus de mauvaises herbes. D'accord. Tout est détruit. Et même, ça ne détruit pas l'engrais, ça va bien. Ça garde la valeur. Mais on n'a plus de mauvaises herbes et plus d'odeur. D'accord. Quand on va y répondre dans les champs, il n'y aura plus d'odeur. D'accord. Bon, alors la suite, je crois que ça se passe juste ici. Bon, alors, aujourd'hui, c'est près de 300 ménages, mais il y a une possibilité juste de croître, en fait. Alors, ici, dans le conteneur d'eau chaude, là, en fait, on diffuse la chaleur qui est produite par le moteur. D'accord. En priorité pour chauffer l'installation, parce que on a besoin de la chauffer. Oui. Et après, on est relié au cadre de Longiro, où on va produire pour environ une centaine de ménages l'eau chaude et puis pour les chauffages. Et jusqu'où ça peut aller, justement? Eh ben, c'est là qu'en fait, on pourrait bien améliorer les choses, où les gens se branchent au cadre, injecter directement. Et qu'en fait, nous, notre chaleur, ils prennent une centaine de ménages, mais parce que il y a personne d'autre qui peut le prendre parce qu'ils sont pas connectés. Ouais, d'accord. En fait, faudrait qu'ils se connectent pour utiliser plus de chaleur. Ouais. Et après, on a encore 2-3 petites choses peut-être à améliorer aussi. C'est la chaleur, elle est 24/24. Oui. Et en fait, la consommation de la chaleur, elle est plutôt le matin et le soir, quand il y a les douches, etc. Ouais. Et l'entre-deux, en fait, on pourrait peut-être envisager de pouvoir sécher des matériaux, du blé, du bois, ou des choses comme ça, pour essayer de valoriser encore cette chaleur de la journée et de la nuit. Ouais. Philippe Germain, si d'autres agriculteurs commencent à s'y mettre, en fait, on peut régler le problème au niveau de la pénurie d'énergie, non? Je ne pense pas jusque-là. Alors, une chose est sûre, c'est que une installation comme celle-ci, il ne faudrait pas une deuxième, par exemple, à Longiro ou à Marchissi, parce qu'on a quand même une collecte de fumier des agriculteurs de la région. Oui, sur le périmètre, on ne va pas aller chercher de la matière très, très loin, parce que ce n'est pas logique non plus. On ne va pas faire des kilomètres et des kilomètres avec des tracteurs pour ramener là. Mais par contre, je pense que dans la région, si on parle de l'autre côté, du côté de Bière, Borol ou Montrichet, pour moi, une installation là-bas, ça serait bien. Ça montre que de l'énergie 100% verte, en fait, on peut la produire directement. Exactement. D'électricité chez nous. Après, c'est quand même des installations qui sont très onéreuses. Donc, moi, j'ai eu de la chance d'avoir la RPC. Je suis un des derniers qui a eu la RPC. Bon, à présent, il y a des autres aides. Rappelez-vous la RPC. C'est la rétribution à prix coûtant de l'énergie. Oui. Donc là, moi, j'ai eu un contrat avec Pronovo et la RPC où ils nous garantissent un prix d'électricité à 42 centimes pendant 20 ans. C'est ce qui a aussi permis de dire on peut construire. C'était ce qui était avantageux. Parce que le prix de l'électricité, un prix normal sur le marché mondial, tu n'as pas besoin de construire ça, parce que c'est impossible de la rentabiliser. Bon, en tout cas, un bel avenir pour Biogaz Germain, qui est une société à part maintenant de votre agriculture que vous pratiquez à côté. Philippe, Cédric Germain, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir fait visiter un petit peu ces 4 digesteurs qui produisent cette énergie 100% verte à Saint-Georges, Andrea. Merci beaucoup Alexandre, très belle journée à toi et à vous. On ouvre à présent notre page sport et en votre compagnie, Thierry Horstrasser, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler rugby et vous le savez à la maison, le rugby est à l'honneur puisque la Coupe du Monde a débuté en France ce week-end. Le Nyon Rugby Club était lui aussi sur le terrain avec ce premier match face à Yverdon, défaite 18-21 face à Collovray. Bonjour Thierry, on est ravis de vous avoir. J'aimerais savoir, c'est la rentrée, dans quel état d'esprit est ce club ? Très positive, très positive. On a travaillé sur la fin de saison dernière parce que comme vous le savez, on était un peu dans le dur
plutôt jouer la relégation que les phases finales. Donc on a fait un travail de fond sur du recrutement cet été, un nouveau groupe, consolider le groupe actuel, des joueurs qui ont le plaisir de venir jouer. Et donc on voit une courte défaite hier pour l'équipe Fagnon, qui se résume à 3 points. On aurait pu faire les choses différemment. Ouais, mais vous avez quand même fait de très belles choses sur le terrain, je crois. C'est une petite défaite toute courte. Qu'est-ce qu'on garde? On prendra ça comme une défaite réjouissante. Oui, comme vous dites, des faits de jeu à affiner. Un groupe qui doit se connaître et des automatismes à prendre. Quelques absences aussi parmi nos joueurs. Comme vous l'avez dit, l'effet Coupe du Monde, on le ressent aussi. Elle se passe en France, donc les week-ends, on ne sera pas complet pendant un bon mois et demi sur les effectifs, mais derrière ça, un manque de réussite au pied. C'est fou ça, Thierry Hochstrasser. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vous lâchent pour suivre cette Coupe du Monde sur place en France? C'est le monde du sport amateur, mais c'est aussi normal quand on a un événement comme ça à nos portes, que tout le monde ait envie d'aller y participer, de voir ce qui se fait de mieux dans notre sport. Donc, on fait avec. Ouais, on va revenir sur le recrutement. On sait que ça a été justement compliqué la saison dernière avec de nombreux blessés. Vous nous avez fait très peur à des moments, tout en bas du tableau aussi, où vous êtes ensuite remonté. Du coup, grosse campagne de recrutement cet été. Comment ça s'est passé? Est-ce que justement, il y a du renouveau et comment vous avez recruté? Alors, on s'est tout simplement assis et on a remis les choses à plat, à se dire qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Nyon a la chance d'être un club solidaire, il a des valeurs. On est dans un état d'esprit sain au niveau du club. Donc on a mis les choses à plat, on s'est regardé et on s'est dit, bon, ok, quelle est la première phase? Qu'est-ce qu'on priorise? Ok, équipe Fagnon, on part avec. Recrutement, quels sont les postes importants pour nous? Et l'idée, c'est d'aller vraiment comme une pyramide et d'aller chercher un recrutement ciblé sur des postes dont on avait besoin. Comme on l'a vu hier en mêlée, on était quasiment imbattable sur la longueur du match. Et donc là, pourquoi? Pour donner de l'espace aux arrières qu'on avait et qui étaient là. La saison dernière, les effectifs étaient bons. Simplement, comme vous dites, on a eu beaucoup de blessés, on a tiré la langue. Les gars se sont vraiment donnés pour arriver sur la fin de saison. Mais on a été victime aussi d'une règle qui fait partie du jeu, c'est-à-dire qu'on a une équipe première qui est une équipe B. Et l'équipe B, si elle n'est pas complète à 18 joueurs, on diminue le nombre remplaçant en équipe première. Donc, on part à Zurich, on est 12 en équipe B, ils sont 15 sur le terrain, ils font 80 minutes. Donc finalement, il faut passer ses pions ailleurs. Aujourd'hui, du son neuf avec lequel il faut recomposer et justement, aujourd'hui, se connaître un peu les uns les autres. C'est ce que vous nous disiez en début d'interview. Un petit mot sur les Mermingans qui ont entamé leur saison également dimanche aussi, mais à Bâle avec une victoire sans équivoque, 29-0. Qu'est-ce qu'on peut espérer du coup pour les filles championnes suisses cette année? L'entraîneur l'a annoncé, justement, ça fait, l'objectif il est là. Ça fait 2 ans qu'on fait la finale sans convertir. On a aussi un effectif. Les Mermigans évoluent en entente. Palaisieux s'est retiré de l'entente. Elles en étaient avec Palaisieux et Montet, donc il ne reste plus que Nyon et Montet là-dessus. Là aussi, équipe féminine, maternité, etc. Donc on a des joueuses qui vont revenir sur la deuxième partie de saison. Donc on va aussi serrer les coudes sur la première partie. Et puis l'idée, c'est d'appliquer un peu la même recette sur l'équipe féminine que sur l'équipe masculine pour soutenir la chose. Mais bien sûr, maintenant qu'on a pu bosser sur la première partie, être un peu plus transverse et mettre de l'équité au sein de nos sections dans le club. Thierry Hochstrasser, on parlait tout à l'heure de cette Coupe du Monde. Est-ce que justement aujourd'hui ça met en lumière ce sport et ça vous permet peut-être de recruter aussi de nouvelles venues? Est-ce que vous avez peut-être ce sentiment comme ça, que ça pousse les choses? Alors la Coupe du Monde est masculine, la féminine nous a pas amener plus de joueuses que ça, que l'évolution organique qu'on retrouve. On tablerait, alors j'espère que ça le fasse pour l'équipe féminine, on tablerait plus sur l'école de rugby qu'on a aussi lancée début septembre avec des moins de 8 ans, moins de 10 ans, donc des enfants de 6 à 10 ans, tous les mercredis soirs, pour que le réservoir se fasse et puis que dans une évolution à 10 ans, sur du long terme, qu'on arrive à avoir une équipe à 80% nyonnaise pure souche. Ouais. Et féminine, et vous me permettez de me faire la transition suivante, Thierry Hochstrasser, puisque le sport au féminin est justement à l'honneur et le sera le dimanche 17 septembre lors du Tour de Romandie féminin. Je crois d'ailleurs savoir que vous y serez lors de cette grande fête.
la fête des sports est toujours un rendez-vous que nous ne manquons pas. Et justement, ça va nous permettre de mettre à l'honneur l'équipe féminine. Les ateliers seront tenus par elle et donc l'école de rugby qui est mixte. Thierry Horstrasser, président d'Union Rugby Club, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Odile Rochat, vous le savez, je vais vous appeler. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes chef des services des sports et des manifestations pour la ville de Nyon. Bonjour, on est ravis de vous avoir et de mettre à l'honneur justement ce tour de Romandie féminin. Vous le savez, NRTV est partenaire de l'événement. On sera sur place dimanche 17 septembre pour vous faire vivre cette grande journée sur les quais de Rive. Toute une série de fêtes qu'on va aujourd'hui détailler en votre compagnie. Odile Rochat, on est ravis d'en parler. Le sport au féminin, déjà, pour vous en tant que femme, qu'est-ce que ça représente ? Évidemment, c'est très important puisque dans le sport, la femme a quelques problèmes à se faire la place. Aussi, d'ailleurs, dans le cadre de la direction des sports. Alors, pas à Nyon, évidemment, puisque nous sommes déjà 2 à être dans la direction des sports à Nyon. Mais évidemment, au niveau suisse, ça se remarque beaucoup. Par ailleurs, c'est vrai qu'il nous tenait à cœur de mettre en avant le sport féminin cette année. Et puis, c'est une belle occasion d'accueillir le Tour de Romandie féminin pour couronner cet événement, en fait, cette année du sport féminin. Ouais, est-ce que justement, cette arrivée du Tour de Romandie féminin, c'est une action cible sur laquelle la ville de Nyon a mis et a dû mettre aujourd'hui des gros moyens? On va en parler d'ici quelques instants, mais est-ce qu'il y aura aussi peut-être d'autres actions qui vont justement mettre à l'honneur le sport au féminin tout au long de l'année? Alors, effectivement, il y a d'autres actions, notamment nous aurons prochainement la mise en valeur des sportives féminines qui ont œuvré pour le sport féminin à Nyon. On aura vraiment une exposition d'affiches et vous verrez, on se réjouit vraiment de vous laisser la surprise et de découvrir ces sportives et dans les médias locaux, mais aussi sur des affiches en ville de Nyon. Et par ailleurs, évidemment, que notre volonté est de continuer à travailler aussi pour soutenir le sport féminin, notamment aussi avec les plus jeunes, en allant finalement offrir des cours aussi pour les 14-18 ans, de manière à ce qu'elles continuent une activité sportive. Ce Tour de Romandie fait partie de l'histoire à Nyon parce que 76 ans après la création du Tour de Romandie masculin par le Nyonnais Max Girardet et 26 ans après le dernier passage de cette épreuve à Nyon, ça y est, c'est toute la région de la Côte qui se mobilise pour accueillir ce Tour de Romandie féminin. J'imagine que ça vous a mobilisé pas mal de monde. Qu'est-ce que ça implique justement pour la ville de Nyon de recevoir cette dernière étape du Tour de Romandie féminin? Alors, une grosse infrastructure, évidemment de fermer les routes, mais aussi évidemment, on a voulu de faire de cet événement la fête du sport et mettre en lumière en fait tout le travail qui est fait au niveau des associations sportives nyonnaises et aussi évidemment de mettre la région à l'honneur puisque le Tour de Romandie va tourner en boucle et ça c'est juste magnifique pour notre région. Oui, on sait qu'on a un parcours justement et cette dernière étape du parcours qui arrive à Nyon qu'on peut peut-être voir à l'image, mais ça demande quoi, Odile Rochat? Une coordination avec toutes les communes du district? Alors, c'est le Tour de Romandie qui se coordonne au travers du POCAMA avec l'ensemble des communes. Mais il est vrai que nous, on a mis l'accent, notamment avec la région et avec les communes qui seront traversées, pour communiquer de manière très large aussi à la population, de manière à ce qu'ils sachent que les coureuses allaient passer dans leur village. Évidemment, il y a quelques contraintes au niveau de la circulation, mais finalement, pour un spectacle qui est magique. Est-ce que vous avez peut-être des recommandations d'usage à nous donner là, à quelques jours du début de cette grande fête, le dimanche 17 septembre? Tout à fait. Vraiment écouter les conseils des motos qui sont avant tour et qui vont fermer la route de manière à protéger les cyclistes qui arrivent, être patient lorsque les routes sont fermées parce que c'est vrai que lorsque le tour passe près d'un village, c'est environ une demi-heure de blocage d'accès, mais observez le travail de ces coureuses, soutenez le travail de ces coureuses et aussi du sport féminin et finalement venez à Nyon pour fêter ce sport avec nous.
Vous l'aurez compris à la maison, donc on vous retrouve le dimanche 17 septembre sur place durant cette grande fête organisée sur les quais de Rives. On vous fera vivre tout cet événement en direct sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à commenter avec nous et à partager lors de cette manifestation. Et tout au long de la semaine, on vous parlera encore de ce Tour de Romandie au féminin, notamment demain avec une athlète, Odile Rocha. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous. Avec plaisir. Merci pour votre soutien. Avec plaisir. En votre compagnie à la maison, c'était un bonheur de vous avoir avec nous. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.